J'ai rencontré Geoffroy Verdier dans le cadre d'un accompagnement collectif sur le thème de la gestion. C'était en 2015. Geoffroy fait partie de ces gens qui m'ont ouvert l'esprit, qui m'ont convaincu de ce que la crise sanitaire a sans doute exacerbé, à savoir la nécessité d'un changement majeur en ce qui concerne l'organisation du travail. Geoffroy a une intuition et un coup d'avance sur ce sujet. Son retour d'expérience est riche d'inspiration et d'optimisme. Depuis 2015 et au fil de nos échanges, j'ai découvert un professionnel engagé, passionné et passionnant. Geoffroy est attachant pour celles et ceux qui prendront le temps de discuter avec lui autour d'un café, par exemple du côté de l'île de Nantes. Il y arrivera sans doute à vélo, toujours pressé, entre deux appels, deux visios ou rendez-vous, tout en saluant beaucoup de connaissances. Il expliquera alors ce qui l'anime, ce qui le passionne. Partons à la découverte de Geoffroy, un de ces humains de l'ESS qui nous parle de ses engagements, de son quotidien et de ses intuitions. Bonjour Geoffroy, merci de consacrer du temps à cet échange. Je suis ravi de te retrouver et merci surtout d'être le premier. Tu inaugures cette série de podcasts que j'espère longue et puis intéressante. Quand j'ai préparé notre échange, Geoffroy, le mot qui m'est venu rapidement, c'est engagé. Geoffroy Verdier est un professionnel engagé. Engagé au sens où tu prends des positions sur des questions ou des enjeux de société qui vont parfois au-delà même de ton univers professionnel, mais engagé aussi dans l'action. Et je voulais savoir déjà si tu te reconnais dans ce qualificatif. Oui, en tout cas, je pense être engagé dans ma vie professionnelle à pleines dents, ou en tout cas à plein. Et du fait de l'utilité sociale de mon action professionnelle, ça va évidemment avec un certain nombre d'engagements, des engagements au cœur de mon action professionnelle et des engagements plus largement, mais voilà, parce que l'activité professionnelle de mon association, une association d'aide à domicile, elle n'est pas déconnectée de la vie en général, elle s'inscrit dans les territoires avec des communautés de communes, un département, des agglomérations, et donc des hommes, des femmes qui travaillent, qui décident, et je me retrouve assez souvent au cœur de ces hommes et de ces femmes, et que si on veut faire changer les choses, il est important d'être engagé, de pouvoir porter fièrement un certain nombre de sujets, un certain nombre de combats, voilà, de porter une parole, et c'est ce que j'essaye de faire. Alors, en préparant toujours notre échange, j'ai consulté les réseaux sociaux et notamment toutes ces prises de position, ces différents engagements, ces convictions que tu exprimes. Déjà, près de 4 000 abonnés sur LinkedIn, respect, Geoffroy. Ça veut dire qu'il y a et voilà, il y a des gens qui sont sensibles aux propos. Est-ce qu'on peut, en détailler, certains si tu le veux bien? Alors j'ai fait quelques choix. Alors j'ai voulu remonter sur plusieurs mois, mais tu es très présent et tu t'exprimes sur les réseaux sociaux. Mais j'en ai choisi quelques-uns. Je voulais démarrer par les Écosolis, un réseau dont tu es coprésident, si je ne m'abuse, basé à Nantes. Est-ce qu'on peut dire que l'ambition de ce réseau, c'est de faciliter et d'amplifier l'action des acteurs de l'économie sociale et solidaire, avec une attention particulière pour le sujet de la coopération? Est-ce que je l'ai bien défini? Est-ce que tu peux nous en parler davantage? Oui, bah, les Écosolis, c'est un réseau d'acteurs. Donc effectivement, il y a une ambition, c'est de faire réseau au service du développement et de la promotion de l'économie sociale et solidaire sur le territoire. Alors, j'avais imaginé pouvoir évoquer le terme de congruence qui, à mon sens ou à mon niveau, est le fait de faire en sorte que on soit assez cohérent entre ce qu'on peut penser en termes de valeurs, en termes d'engagement, et ce qu'on peut mettre en place en termes d'action. Et donc, pour moi, être aujourd'hui coprésident des Écosolis, c'est forcément montrer l'exemple et démontrer que voilà, faire réseau, c'est effectivement avoir des coopérations très concrètes. Et on aura l'occasion d'en parler, mais effectivement, ADT est une association qui travaille avec de multiples acteurs
Et ça fait aujourd'hui 13 ans que je dirige cette association. Et donc, depuis 13 ans, on est passé à un stade beaucoup plus engagé dans nos partenariats avec les uns ou avec les autres, avec voilà des coopérations très concrètes qui aboutissent à des sociétés coopératives d'intérêt collectif, à du joint venture entre une petite association et ADT, à de l'incubation pour des nouveaux projets. Et voilà, enfin c'est ce que défend les Écosoli. Et moi, ça fait sens très concrètement dans la capacité à innover, à sortir un petit peu des chemins battus, puisque voilà, je dirige une association très ancienne. Et il y a un vrai enjeu pour moi, même dans ces activités-là, dans une association avec cette histoire, de pouvoir innover, de pouvoir avancer, s'inscrire dans l'avenir. Innover, coopérer, ça semble être l'ADN des Écosoli. C'est aussi un lieu, le Solilab. Qu'est-ce qui s'y passe dans ce lieu que j'ai eu la chance d'ailleurs de visiter grâce à toi? Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Bah, il s'y passe de l'intelligence collective, des réunions, des rencontres. Le Solilab, c'est 200 salariés qui travaillent tous les jours. Les Écosoli, c'est 500 structures adhérentes. Donc voilà, le Solilab, c'est vraiment le carrefour de l'économie sociale et solidaire à Nantes. Carrefour, c'est-à-dire que l'activité, c'est plutôt le département, ça peut même être au-delà. Et donc voilà, ça permet à tous les acteurs du territoire de se rencontrer, de travailler, d'échanger, de produire. Et cette proximité, eh bien, elle aboutit à des coopérations plus concrètes. C'est à cet endroit-là que j'ai rencontré le directeur de Titi Floris, Brice Pouillot, le directeur de Macoré, Xavier Lebeau, avec qui on est engagé et associé pour ACOPA, la coopérative habitat coopératif pour les personnes âgées. Et puis évidemment où j'ai rencontré un certain nombre de personnes à différents moments et qui du coup nous permettent, quand on est amené à travailler les uns avec les autres ou à se recroiser dans d'autres univers professionnels, à savoir un peu qui on est, à pouvoir engager des coopérations ou des échanges en toute confiance parce que voilà, on a déjà eu l'occasion de se rencontrer, de se présenter, d'échanger sur d'autres sujets. On va revenir sur Acopa évidemment, mais je voulais rester un moment avec toi sur l'économie sociale et solidaire, puisque c'est l'ADN des Écosoli et puis de tes différents engagements. L'économie sociale et solidaire, c'est un secteur en France qui a un point économique, mais c'est aussi un secteur protéiforme. On y trouve dedans les associations qui nous permettent au quotidien d'être ensemble, de créer du lien, qui n'ont pas forcément de salariés. On va retrouver des associations qui ont voilà plusieurs salariés, plusieurs dizaines, centaines, voire milliers de salariés. Mais on y trouve aussi des mutuelles, des coopératives. Pour la métropole de Nantes, je crois que c'est 17% de l'économie de ce territoire. Mais au-delà du chiffre, au-delà du poids, j'ai envie de dire, dans l'économie, pour toi, Geoffroy, que représente l'économie sociale et solidaire? Pour moi, l'économie sociale et solidaire, c'est une manière très concrète en fait de s'engager, de mettre en œuvre ses convictions politiques ou ses convictions sociales, sociétales. Voilà, moi je suis plutôt un faiseur, c'est-à-dire que voilà, j'ai des engagements, j'ai des convictions qui sont très claires. J'ai un certain nombre d'engagements, mais voilà, je suis pas un théoricien et ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir mettre en œuvre des choses, si possible, avec la congruence dont je parlais tout à l'heure. Voilà, donc l'économie sociale et solidaire, c'est ça. Après, si on reprend une définition alors qui correspondait à l'époque à celle des associations, mais à mon sens, c'est que l'économie sociale et solidaire, elle est là pour répondre à des besoins non satisfaits ou mal satisfaits sur le territoire. Et donc, notamment, c'est à cet endroit-là que l'économie sociale et solidaire, elle va innover sur des terrains ou des sujets qui n'ont pas été explorés par d'autres soit la puissance publique, soit le secteur plus lucratif. Et puis, évidemment, dans son organisation, c'est un secteur qui doit être vertueux, ou voilà, enfin donc un secteur où il y a des garde-fous en termes de lucrativité. Ça me paraît extrêmement important. Et puis ensuite, un secteur où on va
à tout point de vue, être bienveillant, donc que ce soit auprès des salariés, auprès des usagers, auprès de l'environnement, auprès des territoires sur lesquels on travaille. Ça fait un peu candide comme définition, mais voilà. Enfin, en tout cas, je suis tout à fait conscient que c'est difficile d'atteindre ces objectifs, mais voilà. Mais en tout cas, c'est bien de les avoir en tête. Voilà. Pour moi, c'est ça l'économie sociale et solidaire. C'est les objectifs qu'on doit se fixer. On y arrive plus ou moins bien, et encore une fois, on n'est pas déconnecté de la vie, donc voilà, on fait avec d'autres contraintes, d'autres impératifs, mais je définirais ça comme ça. Alors l'autre engagement, et d'ailleurs dont on a parlé ensemble, c'est Acopa, une coopérative qui développe des projets, d'habitat partagé pour les personnes âgées en Pays de Loire. Des lieux de vie, dits à taille humaine, avec une forte, ambition inclusive, on va y revenir. C'est un chez soi avec les autres, tu le définirais, comme ça? Alors, Acopa, c'est oui, effectivement, l'idée que 90% des personnes souhaitent vivre le plus longtemps possible à domicile, et que pour que ça fonctionne, encore faut-il que les domiciles soient relativement adaptés, parce que voilà, enfin, quand on a une grande maison et qu'on vit à l'étage, quand on a un grand jardin, voilà, enfin, c'est pas forcément le plus adapté. Et puis ça répond évidemment à un enjeu qui est l'isolement des personnes âgées. Certes, on vit de plus en plus tard. Aujourd'hui, c'est quand même l'espérance de vie est quand même la plus importante pour les femmes. Donc statistiquement, sociologiquement, on a beaucoup de femmes veuves, et même quand on a eu une vie sociale développée, il peut arriver que alors soit l'isolement de son habitation, soit la dépendance qui commence à arriver, ou la perte d'autonomie peut amener les personnes à être isolées. Donc Acopa, son ambition, c'est de répondre à ça en proposant des logements à taille humaine, contrairement à ce que seraient des résidences-services ou des résidences autonomie, qui sont quand même basées sur une logique un peu hôtelière de 50-80 places. On voit bien que si on décide d'habiter ensemble dans la même maison, le fait d'aller faire les courses ou la préparation des repas, c'est des choses qu'on va pouvoir mettre en commun. Voilà. Et puis il y a aussi l'idée que vivre ensemble à cette petite échelle, ça peut vraiment permettre une solidarité, une paire aidance, où comme dans un couple, en fait, les plus valides vont permettre de soutenir ceux qui seront les plus en perte d'autonomie. Alors c'est une vraie alternative aujourd'hui, à ce que tu as décrit, hein, des habitats qui sont plus massifs, où il y a plus de monde, plus anonyme, hein, donc c'est une vraie alternative, de société pour, bien vieillir ensemble. Tu es engagé dans ces projets au nom d'ADT, c'est ça? Oui, alors c'est plus là pour le coup un choix un peu stratégique. ADT, donc aujourd'hui, c'est une moyenne association avec 600 salariés, 450 équivalents temps plein, bientôt 15 millions d'euros de chiffre d'affaires environ, enfin voilà, pour donner un ordre d'idée. Et du coup, la pérennité d'une association comme celle-là, elle est liée à une gestion rigoureuse. Qui plus est, la plupart de nos activités sont des activités administrées, enfin dépendantes des politiques départementales, caisse d'allocation familiale, caisse de retraite. Donc, pour faire avancer des projets, et dont celui d'Acopa, eh bien, ça nous semble tout à fait pertinent d'investir et de s'investir dans une société coopérative d'intérêt collectif qui permet de sortir le risque d'ADT et de s'associer avec d'autres, donc financièrement, sur des compétences très complémentaires. Et dans le cas d'Acopa, c'est tout à fait illustratif, avec un constructeur de maison, un transporteur d'enfants ou de personnes en situation de handicap, ou voilà, un transporteur qui accompagne les personnes qu'il transporte, et puis l'association ADT dont le savoir-faire et l'accompagnement à domicile. Voilà, donc effectivement, ces engagements-là, c'est ADT qui s'engage. Pour autant,
c'est aussi une différence avec les associations, où les associations, finalement, c'est tout le monde et personne. Alors, il y a un conseil d'administration, il y a un président, mais le droit des associations est suffisamment large, protéiforme, pour reprendre ton terme. Et du coup, voilà, dans une association, le capital n'appartient à personne. Enfin, il y en a pas, même quand on possède des locaux ou du patrimoine, alors que dans une société coopérative d'intérêt collectif, on est dans l'association, enfin dans cette structure nommément, donc c'est ADT qui est engagé, mais pour autant juridiquement c'est quand même moi quand je suis dans la société qui m'engage également. Il y a une petite subtilité. Oui, c'est une autre forme qui est permise par la loi Hamon, hein, notamment, qui a, reconnu, et donné une définition, hein, des acteurs de l'ESS. Je voudrais, Geoffroy, qu'on parle de Marguerite, si tu le veux bien. Marguerite qui va fêter ses 101 ans, si j'ai tout compté, bien compté. Mais qui est Marguerite? Est-ce que tu peux m'en dire plus? Alors Marguerite, c'est ma grand-mère, et donc effectivement dans 13 jours, elle fête ses 101 ans. En fait, alors j'avais fait un tout premier post, je crois que c'est d'ailleurs le premier post que j'ai fait sur LinkedIn, c'était en 2018, et du coup j'avais fait connaître mon désarroi quand j'étais donc passé chez ma grand-mère qui à l'époque conduisait toujours, n'avait aucune aide, et j'avais bien tenté de soumettre la possibilité d'arrêter de conduire ou d'être aidé, et ça n'avait pas fonctionné. Bon, voilà, en même temps, ma grand-mère, elle a toujours habité, enfin ça fait très longtemps qu'elle est veuve, et donc elle a toujours habité seule dans une maison un petit peu reculée. Et puis le temps a encore passé, l'approche des 100 ans, et à un moment donné, je me sentais une certaine responsabilité, de par mon métier, à devoir convaincre ma grand-mère d'arrêter de conduire, et ensuite éventuellement d'être accompagné au moins pour pallier au fait d'arrêter de conduire. Du coup, donc, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à être très présent, et en fait ça s'est fait après le confinement, où j'avais déjà organisé la possibilité d'être vacciné, puisque voilà, c'est bien connu, mais les personnes âgées qui approchent les 100 ans ne peuvent pas se connecter sur Doctolib pour avoir un rendez-vous. Donc voilà, donc je lui avais obtenu un rendez-vous, et ensuite je l'avais accompagné pour le premier rendez-vous. Le deuxième, elle avait pu prendre un véhicule sanitaire léger. Et ensuite, j'ai profité finalement du déconfinement, puisque dans sa commune, il y avait eu des bénévoles qui les avaient aidés à faire les courses pour profiter, enfin pour mettre en place effectivement des aides. Ça a commencé par la téléassistance, dont elle a vu tout de suite l'intérêt. Et ensuite, on a fait quelques livraisons de courses avant de pouvoir mettre en place cette aide de la caisse, enfin de la CARSAT, qui permet d'accompagner les personnes les moins dépendantes, puisque elle est encore tout à fait autonome. Donc elle a juste à être accompagnée 1 heure et demie tous les 15 jours, 1 heure et demie tous les 15 jours pour faire ses courses. Marguerite, elle va avoir 101 ans, j'en suis vraiment, c'est beau, c'est épatant. Mais dis-moi, Geoffroy, c'est aussi un plaidoyer pour la réforme des retraites. Là, Elisabeth Borne a trouvé une alliée de poids sur ce sujet-là. Oui, effectivement, j'ai aucun problème avec le fait qu'on va vivre plus longtemps. Même si Marguerite, elle fait partie de la génération des personnes qui ont connu les deux guerres, et qui, d'un point de vue santé, ont statistiquement plus de possibilités de vivre longtemps, ce qui est finalement moins le cas de nos parents. Enfin, c'est paradoxal, mais nos parents ayant été plus soumis au risque amiante, à la malbouffe, ou en tout cas un certain nombre de perturbateurs endocriniens. Voilà, donc moi j'ai absolument aucun problème avec le fait que on va vivre plus longtemps. Enfin ça c'est une évidence, et d'ailleurs c'est aussi pour ça que dans notre métier on doit réfléchir à des solutions pour toutes ces personnes qui vont vivre âgées. J'ai pas beaucoup, enfin j'ai pas de difficulté particulière à dire qu'on doit travailler plus longtemps. Par contre, je pense que depuis on a eu le confinement, enfin depuis, en tout cas récemment on a eu le confinement,
Et le confinement, comme l'a dit le président de la République, il a démontré que c'est les personnes qui ont fait tourner le pays, soit en première ligne, à l'hôpital, au domicile, soit alors en première ligne ou deuxième ligne sur les caisses de supermarchés, les camions des boueurs, etc. Enfin voilà, ce sont ces personnes-là qui ont les conducteurs de bus, qui ont fait tenir le pays et qui sont les moins bien payés. Et voilà, et ça c'est pas seulement un slogan, c'est une réalité. Moi, j'ai été très choqué, enfin très meurtri par cette période du confinement où en fait, alors on avait tous des boucles de WhatsApp avec des vidéos, etc. sur la difficulté du confinement ou du télétravail avec ou sans enfants, etc. Et j'y ai contribué comme tout le monde. Mais j'ai été très meurtri avec le fait que le confinement des télétravailleurs, des cadres, des CSP+, c'est une chose. Et puis, le confinement de tous les travailleurs en première ligne de terrain qui n'ont pas cessé d'aller travailler, alors même qu'il y avait moins de transports en commun, qu'il y avait toujours beaucoup plus d'activités, notamment à l'hôpital ou dans les EHPAD, mais aussi dans les supermarchés, où les tout premiers temps, vous voyez bien un certain nombre de salariés extrêmement inquiets avec des gants des gants MAPA pour faire la vaisselle, pour être en caisse, des masques qui ressemblaient presque à des masques de plongée. Enfin bref, et ça, pour moi, ça m'a marqué. Et aujourd'hui, quand cette réforme des retraites, elle s'inscrit à cet endroit-là. Donc, évidemment, je pense que il faut revaloriser le salaire d'un certain nombre de salariés, dont les salariés de l'aide à domicile. Mais ça fait aussi partie de mes expressions publiques nombreuses et anciennes. Et deux, quand cette réforme des retraites, elle arrive, d'abord, très clairement, on a un peu de mal à voir comment c'est urgent immédiatement. Et ensuite, si on doit reculer l'âge de départ à la retraite en lien avec l'espérance de vie, encore faut-il ne pas confondre l'espérance de vie avec l'espérance de vie en bonne santé. La priorité, c'est d'abord de sanctuariser la possibilité de partir pour les carrières longues. Alors, on est bien d'accord que plus on avancera, moins il y aura de personnes qui, à 60 ans, auront fait 43 annuités. Enfin, c'est une évidence, mais en tout cas, tant qu'il en restera, il faut pouvoir sanctuariser ça. Et puis, une bonne fois pour toutes, considérer que il y a un certain nombre de métiers qui sont pénibles et que pour ces métiers pénibles, on peut pas regarder l'âge de départ à la retraite de la même façon que pour les télétravailleurs, les cadres ou les CSP+. Oui, donc pour ces premiers de corvée, comme on utilise souvent cette expression, pour toi, la réforme, elle est injuste. Et puis, tu la qualifies également de brutale, c'est-à-dire dans tous les sens du terme. Il y a pas une réelle urgence, en tout cas, elle n'est pas démontrée. Et puis, elle est brutale dans sa façon d'être présentée et puis décidée. Tout à fait. Elle est inutile, brutale et injuste. Injuste parce que c'est les premiers de corvée, les travailleurs les plus pauvres, les femmes en priorité qui sont concernés. Faut vraiment être complètement déconnecté pour ne pas avoir vu en première intention, même si ce sera sans doute motivé, que quelqu'un qui a commencé à travailler à 20 ans pourrait devoir cotiser 44 annuités, et celui qui aura commencé à travailler à 20 ans, ce sera plutôt un premier de corvée que un cadre. C'est brutal parce qu'on est à un moment où l'inflation, elle touche encore les mêmes. Ceux qui sont loin des centres-villes pour aller travailler, qui utilisent leur voiture, ceux qui ont des logements alors soit des passoires thermiques, en tout cas des logements qui sont consommateurs en énergie pour pouvoir être chauffés. Et puis d'une manière générale, le caddie de course qui augmente, tout qui augmente. Donc on voit pas exactement, on voit pas bien pourquoi c'est le moment en plus de toutes ces difficultés, d'en rajouter une en disant que ce sera 2 ans de plus à travailler. Et puis elle est inutile, ou en tout cas injustifiée immédiatement, puisque il n'y a pas de péril en la demeure sur
le financement actuel. Bon, bref, il faudrait rentrer dans des détails extrêmement importants, mais voilà, il me semble que c'est assez simple, pour une fois en tout cas, et dans ce contexte, assez simple de comprendre que c'est pas le moment de mettre en place cette réforme-là. J'ai eu la chance de pouvoir discuter à bien des reprises avec toi et tu m'avais fait part de tes, convictions, de tes combats, de tes engagements dans bien d'autres domaines, hein. Finalement, j'ai envie de te poser la question du point de convergence de tous ces engagements aujourd'hui. C'est quoi qui rassemble, tout ça? J'ai entendu la notion de territoire, d'utilité sociale. Qu'est-ce qui rassemble, tout ça dans dans la tête de Geoffroy Verdier et dans ses combats du quotidien et du plus long terme? Alors, puisqu'on est en mode confidence, il ne t'a pas échappé et il n'a échappé à personne que j'ai, à un certain nombre de moments, eu des velléités de prendre des responsabilités en politique, par exemple, ou en tout cas de prendre des responsabilités en général. Et puis, bon an mal an, voilà, 13 ans plus tard, je suis toujours à la tête d'une petite ou moyenne association de Loire-Atlantique d'aide à domicile. Et finalement, eh bien, cette situation me convient bien, c'est-à-dire que quand je me lève le matin, j'ai le sentiment d'être utile pour les personnes que mes collègues accompagnent, utile pour les salariés que je manage, utile pour les territoires. Voilà. Et du coup, je crois que c'est bien le point de convergence, puisque d'un côté, on peut militer pour une reconnaissance, une amélioration des conditions de travail, une reconnaissance de la valeur travail par l'amélioration des rémunérations, et on peut, dans le cadre professionnel qui est le mien, mettre en œuvre un certain nombre de choses, montrer l'exemple de ce point de vue. On peut combattre une réforme contre les retraites et montrer l'injustice, voilà, dans la réalité des faits, puisque l'autre élément qui concerne mon association, c'est la difficulté à garder les seniors. Alors, à mon avis, si demain il y avait un index des seniors qui était mis en place, on aurait plutôt des bons résultats. Mais pour autant, il n'empêche que allonger de 2 ans la carrière professionnelle va poser des difficultés, enfin va allonger pour un certain nombre de salariés qui ne peuvent pas rester en emploi la période du coup pour laquelle ils seront au chômage, plus ou moins indemnisés, puisque avant la réforme des retraites, et on en a finalement un peu moins parlé depuis la semaine dernière, puisque nous sommes désormais dans le plein emploi soi-disant, eh bien, on réduit les indemnités chômage de 25%. Voilà, donc finalement, voilà, la situation que j'occupe professionnellement aujourd'hui, elle me permet d'être utile, d'être en lien avec des décideurs, avec des politiques, d'influer, ou en tout cas quelquefois peut-être d'avoir l'occasion de leur susurrer un certain nombre de propositions ou d'idées à l'oreille, et finalement de faire de la politique, puisque c'est ce qui m'intéresse également. Et donc voilà, je pense que aujourd'hui le poste que j'occupe est un peu ce point de convergence qui réunit l'ensemble de mes engagements, et puis après avec la cohérence dont je parlais tout à l'heure, de faire en sorte que ces choix personnels, ces choix de vie, ces choix, enfin l'attention aux autres, hein, puisque l'attention que je porte à ma grand-mère, c'est pas une attention d'obligation, c'est vraiment une attention d'intention, une attention d'envie. Je pense que c'est important. Je sais tout ce que mes grands-mères m'ont apporté, je sais ce que mes parents m'ont apporté, et donc ce lien filial, il est pour moi extrêmement important dans l'attention à leur porter. Alors tous ces engagements, mais aussi, la possibilité pour toi en tant que professionnel de l'ESS de les exprimer et de les vivre, si je puis dire. C'est aussi un vrai message qu'on pourrait adresser à toutes ces personnes qui, aujourd'hui, malgré ce que le plein emploi, a priori, toutes ces personnes qui, recherchent du sens, qui cherchent à
appartenir à un projet vibrant. C'est un phénomène, hein, qu'on a connu avant la crise sanitaire, mais qui, s'amplifie, semble-t-il. Est-ce que pour toi, l'économie sociale et solidaire est un secteur qui peut apporter une réponse à ces professionnels qui aujourd'hui commencent à regarder ailleurs et se disent, «Moi sincèrement, ça me lever le matin, c'est difficile pour aller bosser alors qu'il y a pas trop de sens». Est-ce que le l'ESS, c'est, l'employeur de demain? Alors moi, j'en suis convaincu parce que j'ai fait toute ma carrière professionnelle dans l'ESS et en l'occurrence pour l'instant dans l'associatif. Donc moi, j'en suis convaincu puisque quand on travaille dans l'ESS, on négocie, enfin on est recruté pour un poste avec un salaire. Bon, voilà, normalement un salaire qui correspond aux missions qu'on occupe. Et il n'y a pas de variable, tout est extrêmement concret, c'est-à-dire que on est sur de l'emploi non délocalisable, on est sur des missions d'utilité publique, d'utilité sociale. Normalement, dans l'économie sociale et solidaire, il y a aucune activité abstraite, virtuelle. Donc le sens, il est immédiatement évident dans les activités qu'on occupe et le cadre de travail il permet de se concentrer sur les missions qui sont les nôtres, les missions d'accompagnement, des missions de terrain. Voilà. Donc oui, enfin, j'en suis convaincu. Je constate aujourd'hui dans l'association que je dirige qu'on a un certain nombre de personnes qui viennent travailler dans notre association pour y trouver du sens. Je pense que, et en tout cas, je constate également qu'on a un certain nombre de personnes qui sont dans notre association depuis très longtemps et qui y restent parce que ils y trouvent du sens et que la manière de travailler est cohérente. Je ne suis pas naïf et je sais que dans certaines structures de l'économie sociale et solidaire, voilà, l'objectif est pas complètement atteint et qu'il y a un petit peu de travail. Et à la limite que à l'extérieur de l'économie sociale et solidaire, d'autres sociétés sont dans cet esprit-là, poursuivent le même objectif. En tout cas, dans l'économie sociale et solidaire, ça fait partie. Enfin, c'est des choses qui sont ancrées, c'est des choses qui sont affichées. Donc, on peut faire l'inverse de ce qu'on annonce ou de ce qu'on dit, mais en tout cas, a priori, c'est à ça que ça sert. On va parler de ton quotidien, Geoffroy, si tu veux bien, ton quotidien professionnel. Alors, je voudrais reposer le cadre. Tu as exprimé quelques chiffres tout à l'heure. ADT, c'est 600 salariés, c'est bien ça. Tu gères un budget d'environ 15 millions d'euros de produits d'activité. Donc voilà pour le cadre. Tous les ans, vous organisez à ADT une opération sur une journée qui s'appelle Vie ma vie. Plus en détail, si j'ai tout compris, l'espace d'une journée, tu occupes un poste autre que le tien et quelqu'un d'autre occupe le tien. Qu'est-ce que tu en apprends de cette opération? Alors, il y a deux choses. On organise des vies mon travail, pas forcément tous les ans, mais en tout cas, ça fait la première fois qu'on l'a fait, c'était il y a 10 ans. Où donc là, c'était régulièrement, à grande échelle, on organise des vies mon travail où en fait les salariés échangent leur poste et c'est également mon cas. Le prochain événement, c'est le 17 mars, où à l'occasion de la désormais Journée nationale du domicile, on va rendre, entre guillemets, hommage à nos salariés de terrain, aux salariés les premiers de corvée, en les accompagnant. Donc, quand je dis on, les salariés sédentaires, les administratifs, les administrateurs, nos partenaires, on va venir sur la première intervention de la journée de nos collègues de terrain. Donc, voilà, on va organiser ça comme on l'avait déjà fait il y a 5 ans. Et puis, en complément, même si j'ai donc voilà un certain nombre de responsabilités à ADT, un certain nombre d'engagements connexes à Acopa, à Picop, éthique ou encore d'autres engagements aux Écosoli par exemple, c'est très important pour moi de rester en lien avec le terrain. Donc pour ça, j'ai quelques astuces. Le premier, c'est de rester dans le roulement des astreintes. Donc je prends aujourd'hui beaucoup moins qu'avant, mais des astreintes à peu près toutes les 6 semaines, ce qui me permet d'avoir une bonne température. Et puis répondre au téléphone le week-end si un usager
a un problème particulier, si l'intervenant ne vient pas ou si un salarié est malade, donc pour voir à des remplacements. Et puis certains peuvent considérer que c'est démagogique, mais moi je trouve ça intéressant régulièrement de pouvoir prendre la place de mes collègues à l'accueil, par exemple, mais ça pourrait être à la comptabilité ou à n'importe quel poste, pouvoir mettre les mains dans le cambouis, de pouvoir être sur le terrain et de pouvoir contribuer à la continuité du service. Voilà. Donc en fait là pour le coup c'est on joint l'utile à l'agréable, et donc la dernière fois que je l'ai fait j'avais fait un poste, mais avant tout voilà, j'avais remplacé un collègue qui était absent, et donc un certain nombre de mes collègues ont contribué à ce remplacement, et du coup je me suis inscrit dans ce roulement. Là pour le coup c'était sans filet, c'est-à-dire que j'ai vraiment c'était pas juste pour la photo, mais j'ai vraiment répondu au téléphone du matin jusqu'au soir. C'était une journée un peu chargée. Et voilà, ça fait du bien. Ça fait du bien d'être au cœur des fonctionnements, des bonnes pratiques, des dysfonctionnements quelquefois, et de pouvoir, justement, quand on se retrouve à porter une parole ou à porter des discours, etc., de pouvoir être en phase avec ce qui se passe sur le terrain, parce que j'ai une vraie phobie, c'est finalement d'avoir des incantations, d'avoir des discours qui sont trop déconnectés de ce qui se passerait sur le terrain. Alors, ironiquement, au terme de cette journée, tu as dit, «Demain, je retrouve, mon poste de directeur, je vais pouvoir souffler un peu». De manière plus générale, c'est quoi, la semaine type d'un directeur d'une organisation comme ADT? Est-ce qu'il y a une semaine type déjà? Et puis, comment elle est organisée? Qui tu rencontres? Comment tu travailles? Alors, il n'y a pas de semaine type, et c'est d'ailleurs ce qui fait l'intérêt du métier, hein, c'est que le matin on se lève, on sait qu'on va être utile, mais on sait pas comment. Ce qui est sûr, c'est que quand j'ai commencé il y a 13 ans, les semaines types, elles étaient différentes de celles d'aujourd'hui. À l'époque, j'ai repris une association en difficulté financière, en difficulté organisationnelle, et donc voilà, je dirais que l'image que j'avais, c'était un peu d'écoper un bateau, de courir à l'avant, et puis immédiatement de devoir aller à l'arrière pour écoper et pour gérer un certain nombre d'urgences, d'être quelquefois un peu découragé de l'immensité de la tâche et de la difficulté. En tout cas, j'avais des très très grosses journées et beaucoup de boulot un peu à tous les étages. Aujourd'hui, donc ça fait 5 ans que on a mis en place une organisation du travail un peu différente qui s'appelle Libérons nos énergies, donc à l'ambition de donner, de faire confiance aux salariés, de leur donner de l'autonomie et de les valoriser au maximum. Et donc ce fonctionnement-là, eh ben, il se traduit aussi dans ma journée type. C'est-à-dire que finalement, je peux avoir des semaines où je suis très peu au bureau et très peu à gérer des sujets purement ADT. Tout simplement puisque je vais être sur des sujets ACOPA, des sujets Ecosoli, des témoignages sur Libérons nos énergies, des contributions à différents niveaux, du conseil. Enfin bref, je peux faire des choses tout à fait diverses. Et puis évidemment, j'ai aussi des semaines où voilà, le devoir me rappelle, et parce que on a des absents à des postes stratégiques, parce que on a des urgences, parce que il y a des besoins un peu particuliers ou des difficultés tout simplement, eh bien je vais être beaucoup plus présent. J'ai vraiment depuis 5 ans, j'ai volontairement, alors du fait de l'organisation du travail qu'on a mis en place, j'ai volontairement pris du champ, et voilà, ça n'avait de sens que si l'association, l'équipe de direction était capable de travailler sans moi. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on a mis en place, et l'idée c'est que en fait, dès qu'on a besoin de moi, je vais être beaucoup plus présent. Donc cette semaine, par exemple, hier, j'étais sur les territoires parce que j'ai rencontré des collègues. Non, hier matin, j'étais sur le terrain de Bonheur pour accueillir une nouvelle salariée pour remplacer une collègue cadre qui était pas là. Ensuite, j'avais une réunion avec mes cadres pour faire le point. On le fait à peu près tous les 15 jours.
Je suis parti sur le terrain pour rencontrer des salariés, puisque j'ai engagé un tour des différentes équipes. Là, ça me fait une vingtaine de réunions sur l'ensemble du territoire de la Loire-Atlantique. Aujourd'hui, j'ai ce podcast. Ensuite, je vais aller manifester. Et cet après-midi, j'ai 2 entretiens avec des salariés au siège. Demain, j'ouvre un événement Ecosoli. J'ai une visio pour un rendez-vous avec un partenaire bancaire pour Acopa. L'après-midi, j'ai une réunion de crise sur un autre sujet externe. Jeudi, j'ai un certain nombre de rendez-vous partenariaux, plutôt ADT. Vendredi, j'ai plus ça en tête. Voilà. Bon. Mais donc voilà, donc enfin c'est extrêmement divers, passionnant. Voilà. Et puis après, c'est vrai que j'attache une importance à être à être disponible, à être agile. Voilà, donc il m'arrive de faire quelques réunions en visio à vélo ou dans le bus. Voilà, enfin dans des conditions qui sont pas forcément toujours très confortables pour mes interlocuteurs. Mais voilà, ou également de participer à des réunions et évidemment de répondre à des mails en même temps. Mais voilà, à un moment donné, j'ai du mal à donner des rendez-vous 2 mois à l'avance, ou plus tard, et à répondre toujours, aux uns et aux autres en retard. Donc voilà, j'attache une importance à être relativement dans l'immédiateté, même si voilà, quelquefois il y a peut-être, ça fait partie des axes de progrès pour moi, à pouvoir quelquefois prendre le temps et à pas forcément réagir toujours en réaction ou trop vite. Voilà. Aucune routine en tout cas, c'est ce que j'entends et puis tu es loin de l'image, qu'on pourrait se faire d'un directeur, d'une structure de cette taille-là, c'est-à-dire, un directeur dans une tour d'ivoire qu'on ne voit pas souvent, qui réfléchit, prend des décisions. En tout cas, c'est pas ce que tu nous décris et en plus ça a l'air de te convenir comme ça. L'avantage dans l'aide à domicile, c'est qu'il n'y a pas de tour d'ivoire, ou en tout cas, je n'en ai pas encore trouvé, quoique. Mais oui, enfin, en fait, on galvaude souvent le terme de déconnexion d'un certain nombre de nos politiques ou de nos dirigeants. Voilà, effectivement, c'est pas parce que on va se faire prendre en photo sur un terrain de foot ou avec un téléphone que on est forcément sur le terrain. Pour autant, si on veut prendre les bonnes décisions, si on veut bien sentir les choses, il me semble que il faut être plutôt sur le terrain que dans son bureau. Je voudrais revenir, Geoffroy, un instant sur, une des réussites les plus inspirantes, de ADT et c'est moi qui le dis, de Geoffroy Verdier, c'est, libérons nos énergies. Peut-être, en revenant sur, ce que, moi j'appelle l'intuition de départ, mais c'est toi qui vas nous confirmer cela ou pas. On est en 2009, tu prends tes fonctions donc de directeur de ADT, dans un contexte somme toute très particulier puisqu'en avril de cette même année, ADT, comme on dit, dépose le bilan auprès du tribunal de grande instance de Nantes. Peut-être quelques chiffres, 1 500 000 € de dettes à ce moment-là qui sont gelés pour continuer l'activité. 500 salariés, 5 000 personnes aidées, 5 000 usagers et pour autant, dans un tel contexte, beaucoup penseraient, uniquement, réduction des coûts, restructuration, changement de modèle, et toi, tu exprimes à cet endroit-là, à ce moment-là, une conviction, ce que j'appelle plutôt une intuition. Pour toi, les difficultés que connaissent, l'association sont surtout liées à, l'organisation, dont le levier principal est l'humain. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette intuition et ce qui l'a, nourrie à ce moment-là de ta vie? Ce qui l'a nourrie dans ton passé ou ce que tu observais, par ailleurs? Pourquoi avoir pensé ça à ce moment particulier, de l'histoire de ADT? Bah, tout simplement parce que c'était la réalité. Voilà, donc j'ai absolument rien inventé, hein. C'est-à-dire que les premières personnes que j'ai rencontrées, notamment les salariés de terrain, mais aussi les responsables de secteur, j'ai vu voilà des professionnels super investis, super engagés. Voilà, enfin, dans les premières personnes que j'ai rencontrées, il y a des personnes qui m'ont fait des propositions de modification, de petites économies tout à fait anecdotiques, mais pour dire voilà, enfin
ne nous envoyez plus les plannings, s'il faut, on est prêt presque à être moins indemnisé sur les remboursements kilométriques, etc., pour pérenniser l'association. Donc oui, enfin c'était une réalité, et donc je n'ai fait que réaffirmer le fait que voilà, ADT avait une longue histoire, était reconnu sur la loi Atlantique par l'ensemble des partenaires, et que cette histoire, on la devait au professionnalisme des salariés de terrain et d'encadrement, notamment dans les responsables de secteur. Donc voilà, donc effectivement, il y avait des enjeux économiques, mais que pour régler ces enjeux économiques, ça passait pas par des réductions drastiques d'effectifs, etc. De toute façon, dans un métier de service, évidemment, c'est assez évident que pour faire de l'aide à domicile, voilà, il faut qu'on ait des salariés, donc on va pas réduire le nombre de salariés pour faire le service. Après, on peut regarder un petit peu sur les services support, mais en l'occurrence, c'était pas tellement, il n'y avait pas de problème de sureffectif sur les services support. Il y avait peut-être une montée en compétences, une modernisation à effectuer, et c'est ce qu'on a fait. Pour autant, tu vas plus loin dans ce que tu dis. En 2009, tu dis il faut alors moderniser l'organisation, ça on l'a entendu, émanciper et valoriser les salariés, donner du sens au travail, donner des perspectives. Ça, c'est un discours qu'on entend peu, ou pas même très très peu, lorsqu'une structure rencontre de telles difficultés. Pourquoi à cet endroit-là penser, alors que oui, on est plutôt dans une logique de réduction des coûts à cet endroit-là. Pourquoi penser, voilà, émancipons les salariés, donnons du sens au travail. J'ai plus le nom exact du podcast. Les humains de l'ESS, mais en tout cas, oui, je crois que je suis profondément humaniste, et du coup, enfin, c'est une évidence que la solution d'une association d'aide à domicile qui compte 500 salariés et qui produit sa valeur ajoutée, sa richesse par le travail des salariés, ça passe nécessairement par la bienveillance et la valorisation des personnes à l'époque. Alors, sans doute que il faut être tout à fait honnête et dire que voilà, j'ai eu la chance de pas avoir de licenciement à effectuer parce que il y avait pas, encore une fois, de sureffectif, voilà, ou en tout cas des départs en retraite, ou des départs un peu opportuns, notamment sur les services supports, qui ont fait que voilà, il y avait aucun licenciement à faire, et que ça m'allait assez bien. Parce que voilà, enfin évidemment, pour donner des perspectives aux salariés, si on commence par dire que voilà, il faut supprimer tel ou tel poste, il faut arriver après à l'expliciter ou à le travailler. Alors si c'est voilà, enfin si effectivement on doit en passer par là, ben on doit en passer par là, et a priori on doit pouvoir l'objectiver et pouvoir dire les choses tout à fait correctement. En tout cas, ça n'était pas le cas. Et ensuite, moi j'avais bien en tête que faire des économies, c'est pas un projet qui donne des perspectives, et deux, à force de faire des économies, eh ben on n'est plus en capacité de rendre le service. Donc voilà, j'ai immédiatement compris qu'il y avait une ligne de crête. La ligne de crête, c'était d'aboutir à une gestion plus rigoureuse qu'elle n'avait pu l'être, pour autant sans faire des économies un dogme. Et donc, ça nous a paru normal de ne pas faire d'économies sur la formation. On a doublé le budget formation, et à l'époque, ça veut dire que alors on devait avoir un budget formation qui nous revenait de notre cotisation à une e-formation de 70 000 ou 80 000 euros à l'époque, et on a doublé la formation avec les premières années 50 000 euros d'autofinancement. Donc on faisait pas d'économie là-dessus, mais on l'avait intégré comme un investissement. On n'a jamais imaginé faire des économies sur les réunions d'équipe, qu'on a même sanctuarisées. On a évidemment jamais considéré faire des économies sur les salaires conventionnels, enfin en tout cas sur toutes les éléments de rémunération des salariés. On a revu le principe du remboursement kilométrique, donc on a quand même dû dénoncer un accord d'entreprise.
renégocier un accord d'entreprise. Et donc du coup, c'est pareil. En fait, quand on dénonce un accord d'entreprise où on dit on va revoir la manière d'indemniser les remboursements kilométriques, enfin, en face de nous, on a des femmes, parce que voilà, qui négocient et on peut pas leur dire, enfin, on revoit le remboursement kilométrique et c'est tout. Donc en fait, à chaque fois, voilà, en toute sincérité, en toute honnêteté, l'idée ça a été de mettre les choses sur la table telles qu'elles étaient et de se dire voilà, qu'est-ce qu'on a envie de conserver, qu'est-ce qu'on peut améliorer et qu'est-ce qu'on doit réformer. En l'occurrence, sur les remboursements kilométriques, on n'a pas non plus fait la révolution puisque en fait, auparavant, il y avait un abattement en pourcentage. On pouvait presque se poser la question si effectivement il y avait une vraie économie. En fait, on a eu une économie de départ, mais en tout cas, ça a été vertueux puisque cette franchise, ça nous a obligés, ça nous a encouragés à rapprocher le lieu de travail des salariés de leur lieu d'habitation pour que un maximum de salariés soient en dessous de la franchise. Donc, certes, s'ils sont à moins de 8 kilomètres, ils n'ont pas de remboursement pour cette première et cette dernière intervention, mais ils travaillent en proximité. Et s'ils sont s'ils sont pas trop loin de leur domicile, eh bien, ces remboursements kilométriques sont moindres. Donc voilà, en fait, après, moi, j'avais pas je suis arrivé, j'avais pas d'expérience de redressement d'une association. Donc voilà, la méthode que j'ai employée, c'est de prendre les choses telles qu'elles étaient, une par une, de rencontrer les uns et les autres. Alors, c'est amusant parce que au départ, j'ai rencontré des salariés qui m'ont fait des propositions que j'ai quelquefois écoutées, qui étaient pas forcément les bonnes. Puis ils m'ont aussi fait des propositions qui étaient les bonnes, hein, mais voilà. Mais voilà, en fait, on prend, pas de dogme. On écoute les uns les autres, on se fait sa propre idée. Et une fois qu'on l'a, on la met en œuvre et on fait ça avec méthode, en ayant bien en tête que quand on va réduire le nombre de copies ou revoir le contrat des photocopieurs, c'est nécessaire sans doute, mais ça n'a rien c'est epsilon dans le plan de redressement par rapport à un poste qui ne va pas être remplacé ou à la renégociation des remboursements kilométriques, par exemple. Être à l'écoute, engager une réflexion qu'on peut qualifier de vertueuse, hein, qui met l'humain au cœur de cette réflexion. Ça a permis à ADT de sortir de cette impasse. Et puis ça nous amène à 2017. 2017, il se passe des choses, notamment plusieurs rencontres, dont une qui semble t'avoir inspiré. C'est la rencontre avec l'entreprise Chronoflex, donc une entreprise de ton territoire qui est spécialisée dans la réparation des flexibles hydrauliques, je crois. Alors ça paraît effectivement comme ça, vu de l'extérieur, un peu saugrenu, se dire voilà, le directeur d'une association d'aide à domicile rencontre le dirigeant d'une entreprise qui n'est pas du même secteur, et pour autant, il semble que cette rencontre a été déterminante pour la suite des événements. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors d'abord la première chose, c'est que 2017, on pourrait dire que ça correspond à 8 ans d'une carrière professionnelle à ADT. Sans doute, le fait que peut avoir le sentiment du devoir accompli ou en tout cas d'avoir assuré une mission. Et donc voilà, on sent que la lassitude peut arriver, et qu'il y a besoin de rebondir. Et j'avais déjà eu l'occasion, moi à chaque fois qu'on m'invite à parler de ce que je fais, je trouve ça toujours intéressant, je trouve ça important. Ça contribue à faire connaître l'aide à domicile, à rendre plus visible les salariés du prendre soin et des métiers du lien. Donc voilà. Et on m'avait à un moment donné, j'avais pu expliquer donc à l'époque le redressement, ce dont on vient de parler, le management de proximité et et plusieurs fois on avait dû me dire et donc la prochaine étape ça pourrait être l'entreprise libérée. J'avais plutôt des a priori. Et en fait, j'ai eu la possibilité de cette rencontre, donc j'y suis allé en me disant voilà. Et effectivement, cette rencontre, elle m'a pas laissé indifférent parce que je m'attendais à rencontrer un gourou ou en tout cas à rencontrer quelqu'un qui vient vendre une méthode ou qui vient présenter une méthode. Et en fait, j'ai trouvé Alexandre Gérard, donc le dirigeant en l'occurrence
tout à fait sympathique, humble. Bon voilà, c'est un détail, mais on était accueillis au moment d'un café et voilà, je le revois aller chercher des tasses ou en tout cas contribuer en tout cas à l'organisation de la pause café et ça m'a fait sens et évidemment dans tout ce qu'il a pu dire, il a plutôt parlé de lui, de valeurs, d'engagement que de méthode et donc ça m'a bien plu. Et donc il se trouvait que parmi ces personnes, en fait, j'avais une de ces collaboratrices que je connaissais, plus ou moins indirectement, et qui connaissait ADT et qui m'a dit bon bah voilà en fait est-ce que ça t'a intéressé etc. Donc je lui dis oui oui mais bon voilà je vois pas très bien le lien entre l'activité de Chronoflex et notre activité d'aide à domicile autorisée administrée quelque part par notamment des financeurs comme le département. Et en fait, elle me dit, mais finalement, vous y êtes presque dans ce que j'ai compris, dans ce que j'ai entendu de vos fonctionnements. Voilà. Et donc ça a fait tilt. Je me suis dit, bon voilà, je sais pas si on va aller vers l'entreprise libérée, mais peut-être que on peut aller plus loin. Et puis, dans le même temps, j'ai eu la chance d'avoir une présentation du modèle Buurtzorg. Donc cette fois-ci, plutôt une présentation du modèle Buurtzorg, qui du coup, quelque part, déclinait ou en tout cas validait le fait que même dans le domicile, on pouvait être dans un fonctionnement d'entreprise libérée ou en tout cas dans un fonctionnement d'équipe autonome. Voilà, donc c'est vraiment ces deux rencontres à l'automne 2017 qui m'ont engagé à aller là-dedans. Et puis après un alignement de planètes, puisque on a répondu à un appel à projet Fing qui était une boîte de numérique, et ANACT, l'Agence nationale de l'amélioration des conditions de travail, pour être accompagné dans le cadre d'un accélérateur de projet. Et on a été retenu, et donc en janvier 2018, j'ai participé à 2 jours d'accélération, alors avec des startups pour la plupart, avec des porteurs de projets qui n'avaient rien à voir avec mon association d'aide à domicile, avec des mentors, avec des consultants. Les 2 jours d'accélération ont permis de valider ce projet et de pouvoir, et de repérer notre projet avec du coup un consultant de l'ANACT qui a proposé de pouvoir contribuer. Voilà. Donc, du coup, il y avait plus qu'à dérouler ce projet. Alors, pour la petite histoire, ou pour l'anecdote, un des retours qu'on m'a fait à l'époque, c'était de savoir si c'était mon projet ou, en gros, de dire, c'est intéressant ce projet, mais est-ce que vraiment les salariés sont en attente de contribuer à leur planning, de co-construire leur planning, et est-ce que finalement, ça va leur faire une belle jambe de continuer à être payé avec des lance-pierres ou d'être payé au SMIC et de pouvoir choisir s'ils commencent plus tôt ou plus tard. Voilà. Donc j'ai bien gardé ça en tête. La suite a montré que évidemment les salariés avaient une vraie appétence à co-construire leur planning et s'y retrouvent complètement pour concilier vie pro, vie perso. Par contre, c'est vrai que moi j'avais gardé l'idée que il faudrait, si on proposait aux salariés de co-construire leur planning, de prendre des responsabilités, d'aller sur des missions plus diverses, il faudrait aller au bout de la démarche et valoriser ces missions, ces responsabilités. Ce qu'on a commencé à faire dans notre accord d'entreprise, en anticipation finalement de l'avenant 43, qui est venu complètement confirmer l'approche qu'on avait de la valorisation de ces métiers et du coup de la valorisation des métiers et des missions. Et du coup, aujourd'hui, l'avenant 43, c'est un outil tout à fait idéal pour permettre de valoriser au-delà des diplômes et de l'ancienneté la prise de responsabilité, notamment par des salariés qui se sont engagés à pleines dents ou à plein pardon dans Libère nos énergies. Juste préciser que l'avenant 43, donc c'est un avenant de la convention collective qui est applicable à ton secteur d'activité, à ta branche professionnelle, et qui a permis une reclassification des salariés intervenants
et support, les administratifs, mais aussi une revalorisation salariale. C'est aussi un avenant qui introduit cette notion de parcours professionnel qui était déjà présente, mais qui est aujourd'hui, on va dire, reconnue et encouragée par cet avenant conventionnel. On est en 2017, c'est le début officiel, on va dire, de l'aventure de Libérons nos énergies, qui prend racine dans l'intuition, les convictions que tu avais exprimées déjà en 2009. Si on devait définir Libérons nos énergies aujourd'hui en une ou deux phrases pour, j'ai envie de dire, inspirer les autres, qu'est-ce que tu en dirais? Alors, en 2 mots, c'est confiance et autonomie, mais je l'ai déjà dit tout à l'heure, ou en 3 mots, confiance, autonomie, valorisation. Et libérer nos énergies, finalement, c'est l'application au secteur du domicile ou au médico-social, donc qui est un secteur réglementé, qui est un secteur avec un certain nombre de responsabilités, l'application de non pas de l'entreprise libérée, mais de faire sauter un certain nombre de verrous, de carcans qui sont délétères dans ce qu'on appelle le manque d'attractivité aujourd'hui des métiers, dans des difficultés d'organisation. Voilà, donc libérons nos énergies, ça répond à tout ça. Et aujourd'hui, en tout cas, c'est notre atout marque employeur. On est dans le département la seule association qui développe son activité. Nationalement, on fait partie des associations qui sont dans des dynamiques de développement. En 2021, on a augmenté l'activité de 8%. En 2022, on a augmenté l'activité seulement de 2,5% pour cause de Omicron et une vague de coronavirus encore à deux reprises, donc trois vagues dans l'année, globalement. Et en 2023, sur le seul mois de janvier, on est déjà à plus 13% d'activité. Dans un secteur, Geoffroy, où, rappelons-le, au global, c'est un secteur qui aujourd'hui perd de l'activité du fait notamment de cette crise inédite de recrutement et cette problématique d'attractivité des métiers. Donc, finalement, Libérons nos énergies se traduit concrètement par le chiffre, c'est-à-dire ça a permis aujourd'hui à ADT d'être une des rares structures qui est en croissance. Oui, alors après, je n'ai pas je n'ai pas un seul indicateur qui serait l'augmentation de l'activité, même si je trouve que c'est important. Enfin, au regard des besoins exponentiels, je ne vois pas comment on peut se satisfaire dans notre secteur de rester à périmètre constant. Pour autant, le fait d'augmenter en quantité d'activité ne veut pas dire que on n'a pas des objectifs de qualité. Et en tout cas, ce fonctionnement-là, il permet aussi d'améliorer la qualité de nos prestations, puisque les salariés sont responsabilisés. Hier, j'ai une collègue qui me demandait, mais ça sert à quoi le salarié référent? Et en fait, ce qu'elle voulait dire par là, c'est que les salariés sont tellement investis, tellement en veille, tellement précautionneux auprès de leurs usagers, que quand dans une équipe de 3 ou 4, on nomme un salarié référent, ça fait pas complètement sens pour les autres qui se sont pas désinvestis de la contribution au projet personnalisé ou à la bonne marche de la prise en charge de la personne. Et je trouvais ça intéressant. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai interprété comme ça. Aujourd'hui, les salariés sont en capacité de modifier leurs horaires de passage, leurs jours de passage, presque leur fréquence d'intervention, en lien évidemment avec la responsable de secteur pour rester dans le plan d'aide. Et ça, ça répond parfaitement à la qualité de la prestation. Et on a un autre indicateur qui est tout à fait pertinent ou intéressant, c'est que quand on regarde dans les motifs d'appel tous les appels d'erreurs de planning, de renvoi de planning, de porte close, de mécontentement par rapport à des choses, à des informations qui ne seraient pas bien passées, en fait, ces motifs-là, ils ont complètement disparu de la circulation. Libérons nos énergies, c'est tout sauf un changement brutal. C'est une transformation progressive, en tout cas c'est comme ça que je l'ai compris. D'ailleurs, Geoffroy, tu parles d'une stratégie des petits pas. Est-ce que tu peux nous en dire plus?
Oui, enfin, moi, je sais travailler sur le temps long, c'est-à-dire que finalement, sans doute qu'il m'aura fallu 13 ans à ADT pour mettre en place un certain nombre de choses. Et donc, oui, je pense pas que la révolution, ou en tout cas le fait de passer du blanc au noir dans un fonctionnement, dans une organisation, soit la bonne méthode. Qui plus est dans un secteur où ça ne s'arrête jamais. On intervient 365 jours sur 365. On ne ferme jamais pour travaux. Donc, il faut bien avoir en tête que au moment où on va mettre des choses en place, eh ben, on aura toujours de l'activité, des nouvelles demandes, des arrêts de travail, des imprévus qu'on devra pouvoir continuer à gérer. Donc, par nature, il me semble que on peut pas avoir des objectifs qui sont trop ambitieux. En cela, je m'inscris en faux, ou en tout cas de côté par rapport à d'autres théoriciens dont j'ai entendu le nom et qui disent que pour innover, ou pour innover, il faut être dans la rupture, et que pour être dans la rupture, il faut aller d'un point A à un point B, et que si on va sur un point trop proche de notre point de départ, bah, finalement on va rester dans un fonctionnement classique sans aller dans la rupture et dans l'innovation. Il se trouve que ça marche. Alors sans doute ça nécessite quand même plus d'énergie, plus de pédagogie, plus de communication. C'est-à-dire que aujourd'hui, dans Libérons nos énergies, il y a des choses qui fonctionnent, mais voilà, si on les a pas répétées 100 fois, on les a pas dites. Voilà, donc Libérons nos énergies, c'est passé par une présentation du projet à l'ensemble des équipes, donc 20 réunions de proximité pour présenter Libérons nos énergies. Et depuis 5 ans, je pense que on a fait quasiment 3 passages de réunions de proximité systématiques auprès de l'ensemble des salariés. Donc la première fois pour présenter, la deuxième fois pour dire voilà, enfin regardez ce qui peut se mettre en place. Et puis la troisième fois pour reprendre tout ce qui relève de Libérons nos énergies, le pointer comme une avancée, enfin un effet de Libérons nos énergies, et de pouvoir se dire qu'on doit le systématiser, ou en tout cas on doit encore aller plus loin. Qu'est-ce que tu dis à celles et ceux, des salariés qui, voilà, n'ont pas envie de plus d'initiative, plus d'autonomie, en tout cas pas immédiatement? Qu'est-ce que ADT leur dit? Alors moi je suis pour le libre choix, ou en tout cas la liberté de penser et d'agir. Et donc j'ai aucun problème avec ça, et ça fait partie effectivement des recettes de Libérons nos énergies, c'est qu'on a forcé personne. On a invité les uns et les autres à prendre plus d'autonomie. On a forcé personne, donc il y a des salariés qui disent moi j'ai pas envie, et on leur a dit ok, il y a pas de problème. À l'époque, enfin puisque pour faire tout ça, on s'appuie sur les smartphones. Voilà, on n'a pas obligé les salariés à prendre des smartphones. Assez vite, tout le monde en a pris. Ensuite, voilà, évidemment, depuis le confinement, puisqu'en fait, l'alignement de planète de Libérons nos énergies, c'est aussi que on lance le projet. Donc, le projet est né fin 2017, on le lance en 2018. On l'expérimente entre septembre 2018 et septembre 2019, et on l'évalue sur une première partie d'expérimentation à la fin de l'année 2019. Là, dans un autoritarisme absolu, on a décidé que ces expérimentations avaient donné toute satisfaction et qu'il fallait généraliser le process, ce qui nous a permis d'inscrire Libérons nos énergies dans le préambule du nouvel accord d'entreprise qu'on a signé en février 2020. Et donc, dès janvier 2020, de dire Libérons nos énergies, c'est le fonctionnement pour tout le monde, co-construction des plannings, diversification des missions, pouvoir d'agir. En sachant que effectivement, à ce moment-là, voilà, il y a certains salariés qui se disaient mais de quoi on parle, voilà, pas tout compris. Voilà. Co-construction des plannings, normalement un peu quand même, hein, mais voilà. Et du coup arrive le confinement, crash test grandeur nature. Forcément, on a mieux vécu le confinement qu'un certain nombre de collègues qui avaient des soucis d'être au siège pour imprimer des plannings, les distribuer, enfin, etc., etc. Nous, on n'a pas du tout, notre siège a été fermé, voilà, ce qui nous a pas empêché d'être très en lien avec les salariés et très proche d'eux, notamment pour aller distribuer les masques, par exemple. Du coup, à la sortie du confinement, bah, c'est vrai que, voilà, il y avait plus de sujets sur, j'ai pas envie de prendre de l'autonomie, puisque de toute façon, ils en avaient pris.
pendant cette période. Et en tout cas, aujourd'hui, Libérons nos énergies, c'est chacun à son rythme. C'est-à-dire que le salarié qui a envie de faire le planning qui lui est attribué par sa responsable de secteur et qui a pas tellement envie, si ça lui convient, qui a pas tellement envie de le remodifier, il n'y a pas de problème. Pour autant, même s'il en a pas envie plus que ça, malgré lui ou malgré elle, ce salarié, il va être facilitateur sur des remplacements l'été, sur des remplacements d'arrêt maladie, sur des remplacements tout simplement, ou des modifications de planning par rapport à une personne qui va être hospitalisée ou qui sera absente à un moment donné. Voilà, parce qu'aujourd'hui c'est complètement ancré. Aujourd'hui, quand on reçoit des sorties d'hospitalisation, on les reçoit au siège et on les envoie directement aux salariés en leur disant qui peut intervenir à tel endroit du département. Donc évidemment, on l'envoie aux salariés qui sont concernés et ça répond tout de suite, dont, à mon sens, des salariés qui sont capables de nous dire que eux, ils ont pas trop, que Libérons nos énergies, ça leur parle pas plus que ça et qu'ils ont pas plus envie que ça de prendre de l'autonomie. C'est-à-dire que, à mon sens, aujourd'hui, le niveau d'autonomie des salariés à ADT est d'une manière générale assez fort et un certain nombre de salariés ne mesurent pas, par humilité ou par j'en sais rien, ne mesurent pas que ils sont finalement très autonomes dans leur fonctionnement comparé à d'autres associations ou à d'autres structures. C'est quoi la suite, Geoffroy, de Libérons nos énergies? Allez, un petit scoop, s'il te plaît. C'est quoi ton intuition pour la suite des événements? Quelque chose qui va encore changer le monde, sans doute? Alors, dès l'origine du projet, dans des documents qui datent de 2017, Libérons nos énergies, il était décrit comme un projet avec plusieurs briques. Première brique, construction des plannings. Deuxième brique, diversification des activités. Et troisième brique, pouvoir d'agir. Pouvoir d'agir, ça veut tout dire et rien dire. Donc pour ça, on a mis en place des AD teams, des salariés qui sont représentants de leurs collègues. On a une 60aine de petites équipes de 6-8 salariés. Donc on a à peu près 60 AD teams. Et les AD teams, on les sollicite pour réfléchir sur des sujets. Tu les as sollicités pour travailler sur la vision d'ADT en 2030. Tu les as sollicités pour vérifier ce qu'ils pensaient de leur directeur. Et nous, on les sollicite pour travailler sur des sujets de prévention, pour réfléchir aux questions d'équipement, pour perfectionner les salariés sur l'utilisation des smartphones et du logiciel. Récemment, on les a sollicités pour travailler sur des équipements qu'ils jugeraient utiles de présenter à d'autres collègues ou de faire acheter par des usagers pour prévenir les risques professionnels ou en tout cas faciliter leurs interventions. Donc la suite de Libérons nos énergies, c'est qu'en fait ces AD teams prennent le pouvoir, prennent leur envol, prennent la place et finalement nous bousculent. Alors moi tu l'as rappelé, ma stratégie c'est une stratégie des petits pas, donc on n'est pas obligé de faire la révolution ou de renverser la table. En tout cas, oui, je pense que l'avenir c'est des salariés d'ADT qu'on va trouver à des endroits où on les attend pas. Récemment, on a une collègue qui participait à un dispositif innovant à domicile dont le nom acronyme est un DIVADOM, même un DRAD, puisque celui-là, c'était un dispositif financé par l'article 51. Du coup, il y avait une réunion partenariale à l'ARS, donc avec l'ARS, avec un certain nombre de partenaires. Et ADT, c'est la directrice des parcours et de l'autonomie qui vient. Ça, c'est attendu. La responsable de secteur qui est sur le dispositif et l'auxiliaire de vie. Et ça, évidemment, ça l'est moins. Encore moins quand, finalement, la première personne qui prend la parole pour présenter l'action d'ADT, c'est l'auxiliaire de vie. En plus, elle l'a fait sous la forme d'un poème. Enfin bref, ça a un peu scotché tout le monde. Mais voilà, en fait, c'est ça, Libérons nos énergies, c'est que nos salariés sont tout à fait engagés, professionnels, investis, et que non seulement on peut leur faire confiance dans l'exercice de leur mission de terrain, mais on peut évidemment leur faire confiance sur des missions
a priori dévolue à d'autres. Ma grande fierté les jours derniers, c'est que à 2 ou 3 reprises, c'est Jennifer Turquet, cadre marque employeur, et une auxiliaire de vie qui sont allés présenter Libérons nos énergies sur un certain nombre d'instances auxquelles je ne pouvais pas aller pour des raisons d'agenda, mais en fait aujourd'hui auxquelles je n'irai sans doute pas parce que j'ai d'autres collègues qui présentent encore mieux que moi le fonctionnement d'ADT. À propos de fierté, je voudrais aussi témoigner et relater quelques propos lors des échanges que j'ai eu la chance d'avoir avec les salariés de ADT. Et on m'a tout de suite dit, et on m'a tout de suite mis au parfum, tout de suite en introduction, on m'a dit: Laurent, nous avons un employeur remarquable. Bravo pour ce parcours, bravo pour cette transformation de ADT, cette belle réussite. Geoffroy, on arrive au terme de notre échange. Je voudrais te remercier très sincèrement pour le temps que tu as consacré dans cette semaine très chargée à ce podcast. Merci. Et puis, bon anniversaire à Marguerite. Merci. Merci de ces échanges. J'espère que la magie du montage permettra de ne retenir que les éléments les plus pertinents. Et en tout cas, faire de cet échange tout à fait passionnant un échange dynamique qui donnera envie à un certain nombre de personnes de s'intéresser à l'aide à domicile, aux salariés du prendre soin, aux salariés du lien, de s'intéresser à Libérons nos énergies, à notre territoire, à ADT. Voilà, en tout cas, je reste très disponible pour ça. C'était avec plaisir. Je pense pas qu'il y a beaucoup de montage, comme tu dis. À bientôt, Geoffroy. À bientôt. Merci.